Merci infiniment pour ce partage, à la fois de Lucas qui nous rappelle, lance un premier défi en disant « Attention, l'image de Dieu que vous voulez restaurer, elle est déjà là, même si le malade reste malade. » J'ai bien compris. Ça nous engage déjà à un premier degré d'humilité. Nous ne sommes pas là pour faire une image ou ramener le malade à notre image de Dieu, mais le prendre tel qu'il est. Et puis Viriato nous a lancé un autre défi, celui de pouvoir vivre cette vocation missionnaire, même dans les lieux où ce n'est pas tout à fait admis. Et il a été très pratique. Il a décrit des situations que nous vivons en tant que soignants et qui nous rappellent notre quotidien. Alors pourquoi parler maintenant du transhumanisme? En fait, je voudrais vous parler du transhumanisme dans la même optique. Pour vous dire que nous aurons encore d'autres défis à relever et que les temps actuels de notre médecine, et nous sommes en train de nous réfléchir sur le sens que nous donnons aux soins, va nous offrir des défis encore bien plus importants à relever. Je n'ai pas du tout l'ambition de vous faire le tour du transhumanisme, et je voudrais vraiment me focaliser dans cet après-midi, dans le sens de cet après-midi, sur le sens que nous donnons à notre soin. Comment nous soignons, qu'est-ce que nous mettons dans notre soin en tant que chrétiens adventistes, et voir ce que cette nouvelle philosophie, parce que c'en est une, nous donne comme défi. Quelqu'un peut me mettre ça? C'est dommage. Bon. Alors, on va le faire comme ça. Qu'est-ce que le transhumanisme? Alors, la définition la plus courte qu'on trouve, c'est celle de l'Oxford Dictionary. Le transhumanisme est une croyance ou une théorie que l'espèce humaine peut dépasser ses limites physiques et mentales actuelles grâce au développement de la science et des technologies. Bon, c'est pas mal. Pardon. C'est peut-être pas rendre... c'est peut-être un peu léger comme définition. Le transhumanisme est bien plus que ça. Toute technique est amenée à nous aider, à nous dépasser d'une manière ou d'une autre. Hein. Les outils que nous utilisons nous permettent d'être plus efficaces que si nous n'en avions pas. Dans le mot transhumanisme, il y a le préfixe trans. Et ce trans veut dire en fait deux choses. La première, c'est que ça veut dire que nous pouvons... Merci. Le trans veut dire que l'homme est considéré encore inachevé. L'évolution, notamment l'évolution darwinienne, nous a amenés à un certain stade, et ce stade est perfectible. La preuve, c'est que nous avons des maladies, nous avons la mort, nous avons le vieillissement. Et trans, ça veut dire aussi que nous sommes là pour transcender, littéralement, ces limites humaines que nous expérimentons actuellement. Donc le transhumanisme affirme, et c'est pour maintenant, c'est pour demain, nous allons voir ça ensemble, que l'homme sera bientôt en mesure de dépasser les limitations les plus importantes de son état, qui sont le vieillissement et la mort naturelle. Rien que ça. Et en vue de cela, nous allons voir un peu comment on s'y prend. Le transhumanisme nous propose de nous préparer, finalement en vue d'une transition vers le post-humain, qui serait une fusion entre l'homme et la machine, seul moyen pour gagner ce qu'on peut
appeler une immortalité, pour nous amener finalement à une espèce qui sera mi-homme, mi-machine, ou plus machine que homme, mais qui aura les capacités de survivre aux situations que nous avons de plus en plus clairement en vue sur notre Terre. Et puis, le transhumanisme, la philosophie du transhumanisme dit, quoi que vous fassiez, on n'arrête pas le progrès. Le progrès technico-médical, comme tous les autres progrès techniques, sont en progrès, sont en innovation, parce que la notion de progrès, on peut la discuter, sont en innovation constante, et vous ne pourrez rien y faire. Ni les comités éthiques de tel et tel pays, ni votre éthique personnelle religieuse, ni les religions elles-mêmes. C'est quelque chose d'inévitable. Donc voilà déjà le postulat du transhumanisme qui nous met tout à fait à l'aise là. Dans la déclaration que je vous ai marquée, je vous cite des phrases de cette déclaration, qui est une déclaration du transhumanisme mondial. L'ambition, c'est de devenir invulnérable à la maladie, aux blessures, vaincre le vieillissement et la mort, maîtriser ses émotions, développer sa pensée, sa mémoire, surmonter la xénophobie. Ça semble bien. Et puis, vous avez un petit paragraphe humoristique dans la déclaration officielle du transhumanisme qui nous dit « Vous pourrez transmettre ce message au Père, sous-entendu Dieu, puisqu'il nous semble ne l'avoir jamais vu dans notre entourage, Dieu est absent et il ne sert à rien. » Alors, je n'ai pas l'ambition de vous faire le tour du transhumanisme, je n'en suis pas capable, ce n'est pas l'objet. Mais j'aimerais vraiment le resituer dans notre contexte du week-end et dans le contexte du soin. Comment s'est programmée, comment s'est déroulée en fait notre histoire récente de notre soin. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que cela, la motivation principale et l'action principale du soin médical se faisait dans un cadre religieux, dans un cadre ecclésial. C'est l'humanisme chrétien qui était à la base de toutes ces œuvres qui ont été mises en place. Vous avez pour preuve, dans notre pays, la multitude d'hospices et d'hôtels-dieux qui sont encore là pour nous en témoigner. Nous avions donc cette base et le soin était associé à prendre soin. Vous aviez dans les hospices, comme dans les hôtels-dieux, la partie où on soignait de manière réparatrice, plus ou moins efficace. Et vous avez la partie où on prenait soin de la veuve et de l'orphelin. Et puis, les choses ont changé, petit à petit. Et c'est bien la technique qui nous fait changer petit à petit. La technicité de notre médecine qui nous amène de plus en plus à changer notre modèle de sens du soin. Nous sommes passés d'une médecine, d'un humanisme chrétien à un humanisme laïque. Et ça a été évoqué plusieurs fois avant moi. Nous sommes amenés dans notre pays à effectivement soigner de manière laïque. Les fondements sont les mêmes. C'est-à-dire que voilà, la dignité humaine laïque a remplacé la dignité humaine chrétienne. Mais nous sommes encore en phase avec ces principes et nous pouvons soigner assez aisément en gardant la partie religieuse privée. Le sanitaire s'est séparé du social et nous sommes arrivés là à une médecine que nous connaissons bien, dans laquelle nous sommes ancrés, qui est la médecine thérapeutique. Et puis, petit à petit, nous avons glissé encore vers une technicité de plus en plus importante de notre médecine, une spécialisation de plus en plus de notre médecine. Je me rappelle, dans mes années d'internat, je me suis intéressé, j'ai passé mes brevets de plongée, et donc je me suis intéressé à la médecine hyperbare. La médecine hyperbare, c'est une médecine extrêmement sophistiquée, aux limites des capacités humaines,
ne sommes plus dans la médecine réparatrice, là. D'accord ? Ni même dans la médecine thérapeutique. Il y a là quelque chose qui a déjà dépassé le cadre de la médecine purement thérapeutique. Et puis, si vous prenez la définition de la santé, la plus récente que nous donne l'OMS, qui a été déjà citée plusieurs fois pendant ce congrès, on est là dans la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui consiste pas seulement, et on le précise bien, en l'absence de maladie ou d'infirmité. Si je vous demandais de me donner la définition du bonheur, comment vous me la donniez? Est-ce que ça ne ressemble pas à la définition de la santé? Autrement dit, on a donné finalement au corps médical ou aux soignants la tâche de vous s'occuper non pas seulement de la maladie, mais du bonheur santé. Et vous voyez, on part là encore plus loin dans des considérations de médecine améliorative. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour juste pallier à un problème, à une déficience, mais nous sommes là aussi d'emblée pour peut-être même améliorer les choses, augmenter les capacités et voir si effectivement on peut aller dans le sens d'un meilleur état humain. Et c'est là que s'introduit petit à petit cette philosophie intégrante du transhumanisme. Tout ça, ça a été amené, guidé, drivé par les différentes révolutions techniques que nous avons eues dans notre médecine. Vous pouvez faire la prochaine, vous ne l'avez pas? C'est moi? Pardon. Et donc, nous sommes là avec les avancées techniques qui ont jalonné en fait la transformation de notre médecine réparatrice vers notre médecine améliorative. Et actuellement, la philosophie transhumaniste que je vous ai décrite s'appuie justement sur une révolution technique, sur une convergence de différentes technologies qui actuellement nous font faire un bond exponentiel dans la technico-médecine. Et vous avez tous entendu parler de ce sigle NBIC, qui est en fait... Non. Pardon. Je suis très mauvais. Vous pouvez avancer? Encore? 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 Merci. NBIC. Donc, nous sommes dans les nanotechnologies, dans les biotechnologies, dans les sciences cognitives et dans l'informatique. La convergence de ces 4 domaines de technologie nous permettent de vous dire que nous sommes à la veille d'éliminer les limites de l'homme qui sont le vieillissement et la mort. Comment c'est possible? Les nanotechnologies, vous avez les nano-implants. Alors, les nanotechnologies, c'est quoi? C'est la possibilité de créer des agents infiniment petits. Le nanomètre est au mètre ce qu'une noix est à la circonférence de la Terre. On peut s'imaginer ça? D'accord? Donc, l'infiniment petit qui est à l'échelle moléculaire. Ça nous donne un champ vaste d'applications. Il y a les nano-implants, bien sûr. Si vous arrivez à implanter à la fois dans votre génome des ciseaux nanométriques, vous pouvez directement changer des molécules dans votre génome. Vous pouvez faire d'autres choses à l'échelle moléculaire dans nos organes. Vous avez les nanorobots qui sont développés. Et tout ça, ce sont des choses qui sont déjà en place, qui ne sont pas encore utilisées au quotidien dans nos traitements,
mais qui sont déjà en place de manière expérimentale. Vous avez les nanomédicaments. Dans mon domaine, la cancérologie, de plus en plus, on cherche à développer des nanomédicaments, c'est-à-dire des médicaments qui, avec un récepteur particulier, vont se greffer uniquement sur les cellules cancéreuses. Ce ne serait pas merveilleux, ça? D'accord? Donc, il y a des avancées qui nous font rêver et qui sont effectivement des avancées énormes. Les biotechnologies, on pense surtout à tout ce qui est génétique. Aujourd'hui, vous pouvez demander votre génome. J'ai regardé. Vous pouvez le faire actuellement en demandant à des firmes qui sont encore américaines. Il n'y en a qu'une seule européenne pour le moment. Votre génome pour environ 1 000 $. Votre génome, quand vous le recevez, il va vous dire les algorithmes ont parcouru l'ensemble de votre génome et vous avez une tendance plus forte que la moyenne à développer le Parkinson, par exemple. Ces big data de génomique, c'est-à-dire de génomes qui ont été faits, plus on en fait, plus on arrive avec des supercalculateurs de déterminer des algorithmes qui vont vous dire, ben, effectivement, vu votre génome, vous avez plus tendance à faire telle et telle maladie. Vous avez actuellement la possibilité, nous avons la possibilité de manipuler le génome. Et vous en avez entendu parler. Le CRISPR-Cas9, vous avez certainement entendu parler de ces ciseaux moléculaires, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste du copier-coller, mais nous avons les outils actuellement pour pouvoir intervenir directement dans le génome, que ce soit in utero, c'est-à-dire avant la naissance, ou in vivo. Et vous voyez bien que tout ça, ça nous ouvre la porte vers toutes les problématiques d'eugénisme. Quoi faire de ces patients, de ces enfants non nés encore, à qui nous pouvons déterminer et déceler des maladies génétiques, viables ou pas viables? N'est-ce pas notre devoir d'intervenir si nous pouvons le faire? N'est-ce pas notre devoir d'entrer en matière pour changer le génome de la personne, de cet embryon, de ce fœtus, pour qu'il naisse en meilleure santé que ce qu'il était lorsque nous l'avons détecté? Mais en disant ça, nous ouvrons forcément la porte à toute autre manipulation génétique qui est possible dans ce domaine. Vous avez les cellules souches, qui sont des cellules, vous avez compris, qui ont la capacité de se développer dans n'importe quel tissu du corps. Une des caractéristiques du vieillissement, c'est bien que nos cellules souches deviennent de moins en moins efficaces. La régénération de nos tissus est de moins en moins efficace avec l'âge. Donc l'idée de pouvoir recréer des cellules souches à partir de nos cellules actuelles est une idée fantastique. C'est possible déjà in vivo. On n'a pas encore la possibilité de le faire sur l'être humain. Mais tout ça, ce ne sont que des problèmes d'ingénierie génétique. Des problèmes qui sont posés aux ingénieurs. Et donc, pas besoin d'être grands voyants pour vous dire que tôt ou tard, ça va être réglé. Et puis, il y a les sciences cognitives qui nous permettent, c'est la partie de ce cercle qui est encore la moins, qui nous résiste encore le plus. Parce que, il faut bien le dire, le cerveau regorge encore de mystères. Mais là aussi, il y a beaucoup d'avancées qui sont faites. Nous avons des traitements qui nous permettent de mettre des implants, par exemple, pour le Parkinson. Vous avez, sur YouTube, vous pouvez visionner des vidéos extrêmement impressionnantes, où vous voyez effectivement des gens qui ont
des infirmités dues à la raideur et au mouvement parkinsonien. Et lorsque vous donnez un impulse dans l'implant qui est introduit là où il faut, tout se passe bien. Pourquoi ne pas continuer dans cette voie? Et puis, il y a l'informatique. Et vous avez compris que l'informatique, c'est vraiment le cœur de toute cette avancée. Premièrement, il y a le big data, c'est-à-dire que nous sommes avec des calculateurs de plus en plus importants, de plus en plus puissants, de pouvoir gérer des datas de plus en plus importantes. Et bientôt, chacun d'entre vous aura une espèce d'implant ou une montre, ou le mieux, c'est quelque chose qui soit à l'intérieur de votre corps, et vous allez envoyer systématiquement, toutes les minutes, des datas à un ordinateur, et votre médecin, qui va prendre soin de vous, ce n'est pas lui qui va lire les datas, c'est l'ordinateur qui va, là aussi, les passer par des algorithmes, et qui va nous dire, en tant que médecin, à quoi il faudrait faire attention de manière plus importante chez vous. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un grand sujet. Je ne prétends pas l'épuiser dans ce cadre-là, mais on est là devant... Il y a trois choses. Premièrement, il faut bien admettre que la capacité informatique, actuellement, comme on nous l'a prédit, est en train de gagner en puissance de manière exponentielle. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce que c'est exponentiel? Tous les scientifiques parmi vous le savent bien, mais essayons d'imaginer ce que ça veut dire. Exponentiel, ça veut dire, si je prends je marche pendant 30 mètres, d'accord? Chaque pas que je fais, je marche pendant 30 mètres, au bout de mon 30e pas, d'accord? J'arrive à 30 mètres. Bon. Si j'applique une fonction exponentielle à cette marche, ça veut dire, premier pas, 1. Deuxième pas, je fais 2 pas. Troisième pas, je fais combien? 4 pas. Et ainsi de suite. Si vous calculez la distance que vous aurez parcourue, les derniers pas que vous allez faire, vous arrivez sur la Lune. Vous comprenez ça? Donc, exponentielle, ça veut dire qu'il y a une longue partie très basse, vous la voyez sur cette courbe, et puis d'un coup ça démarre, et puis ça part. Et c'est sur les derniers pas, sur les dernières secondes, que les choses arrivent, alors que nous étions encore il y a 2 ou 3 séances avant, mais encore sur la Terre. D'accord? Et c'est ce que nous disent les spécialistes de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Ils nous disent actuellement, la croissance de puissance informatique de l'intelligence artificielle est exponentielle. Et vous avez là un schéma qui est donné par le pape du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, qui est Ray Kurzweil, et qui nous dit, voilà, d'ici 2045, nous aurons atteint une puissance de l'intelligence artificielle qui sera équivalente à l'ensemble des intelligences humaines sur cette Terre. Ce qu'il appelle l'intelligence forte. Et il appelle ce point la singularité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'intelligence artificielle que nous aurons générée sera quasiment autonome, et c'est elle qui va nous permettre de développer les choses au-delà de notre propre intelligence. Actuellement, nous sommes là en train d'utiliser les cerveaux que nous avons pour permettre à cette intelligence artificielle de grandir et nous permettre après de faire les sauts
que nous ne pouvons même pas imaginer maintenant. Alors, est-ce que ce sont des fantasmes de gigs technico-médicaux? Je ne crois pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on s'y penche sur le plan éthique et moral. Ce sont des gens qui ont la technologie, ce sont des gens qui ont les meilleurs cerveaux de cette planète, et surtout, ce sont des gens qui ont des finances. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Alors vous allez dire, bon, la médecine va rester quand même quelque chose qui ne pourra être fait que par des humains. Détrompons-nous. En matière de diagnostic, vous l'avez déjà entendu, vous avez déjà compris, une intelligence artificielle est bien meilleure qu'un médecin. Le meilleur médecin du monde n'aura jamais en tête toutes les publications qui se font jour après jour sur un thème, sur une maladie donnée. Il n'aura jamais en tête, aussi expérimenté qu'il soit, les nouveaux traitements qui sont en cours. Si vous avez une intelligence artificielle qui peut, à tout moment, 24 heures sur 24, mettre ça en route, vous serez mieux traité par l'intelligence artificielle que par un médecin. C'est évident. Et vous avez le fameux ordinateur Watson, vous avez entendu parler de ça, qui a fait plusieurs examens et plusieurs tests qui ont été faits, par exemple sur les taches que nous avons sur nos peaux pour déterminer si les mélanomes ou les taches noires sont effectivement des mélanomes ou pas. Et donc, il y a eu des études véritables en double aveugle qui ont été menées, et les ordinateurs, systématiquement, ne sont pas 1, 2, 3 fois meilleurs que les médecins, mais 10, 100 fois meilleurs que les médecins. Même chose pour l'examen des radiologies, par exemple. Vous avez déjà actuellement, je l'ai vécu personnellement, des centres en Inde surtout, où il n'y a plus de radiologues. Il n'y a plus que des secrétaires. Vos radios sont interprétées par des intelligences artificielles. Et ils ont bien meilleur taux d'accuracy que ce que nous pouvons avoir en tant qu'être humain. Actuellement, en matière de cancer, en cancer du sein, j'ai des patientes qui sont dans des situations un peu particulières, tant par rapport à leur tumeur que par leur âge, par leur profil génétique. Actuellement, je suis pas obligé, mais on me demande, pour être vraiment dans les clous du progrès, d'envoyer le génome de ma patiente, tumorale et ce que j'ai prélevé dans son sang, à une boîte américaine, iPredict, qui va me renvoyer un résultat qui aura mouliné ce génome dans des algorithmes que je ne comprends pas, et qui va me dire, voilà, cette patiente va bénéficier d'une chimiothérapie, ou cette patiente ne va pas bénéficier d'une chimiothérapie. Et je n'ai qu'à m'exécuter. Tout récemment encore, je ne sais pas si vous l'avez entendu parce que ça a été assez étouffé, nous avons des patientes qui se sont retournées contre nous parce que nous n'avions pas utilisé ce iPredict. Et de plus en plus, nous allons laisser le diagnostic et les manières de faire, des décisions, nous allons les mettre dans les algorithmes qui vont tourner, et l'intelligence artificielle va nous donner des réponses que nous ne comprendrons pas, et vont nous indiquer des traitements que nous ne comprendrons pas, mais que nous allons appliquer. Est-ce que la chirurgie est épargnée? S'il vous plaît. Eh bien non. En 2001, j'ai eu la chance d'être formé dans un centre qui est le temple de la technomédecine, la technochirurgie, en Europe et mondiale, l'IRCAD à Strasbourg. Et en 2001, nous avons, tu te rappelles, Jean-Claude, fait une intervention qui s'appelle l'intervention Lindbergh. Lindbergh, j'ai eu la chance d'y participer, était
Le chirurgien était à New York et il a opéré une patiente dans une salle d'opération qui était à Strasbourg. Et moi, j'étais au chevet de cette patiente. Et donc, le chirurgien qui était mon patron, à New York, a enlevé la vésicule de cette patiente tout en restant avec ses joysticks à New York. Énorme avancée. Tu te rappelles ça? Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire qu'à l'IRCAD, 20 ans après, nous sommes à 2 doigts de faire une intervention absolument automatique. Automatique, ça veut dire faite par une intelligence artificielle. Plus de chirurgiens du tout. Qu'est-ce que ça veut nous dire? On va s'arrêter là pour la technique. Je vous disais que je ne vous disais pas pour vous faire un potpourri de technique, mais pour réfléchir aux défis que peut nous poser cette vision transhumaniste. Quelle est l'anthropologie de cette vision transhumaniste? L'évolution darwinienne a fait son travail, nous a emmenés à ce que nous sommes, Homo sapiens. C'est la technologie, les avancées technologiques qui nous ont fait évoluer. Et maintenant, nous nous rendons compte que la nature a finalement fait assez mal son travail parce que nous avons des limitations. Et des limitations assez importantes qui peuvent causer l'extinction de notre espèce. Et donc, nous sommes là en train d'utiliser l'ensemble des données que nous avons, l'ensemble des avancées technologiques pour faire de nous des hommes augmentés, des Homo technicus. Et puis, les transhumanistes vont plus loin. Actuellement, nous sommes les H+, et nous le serons de plus en plus, que vous le voyez ou pas. Parce que la vérité, c'est que si jamais pour votre enfant du voisin, on a trouvé une puce qui le rend plus intelligent, je suis sûr que vous le voudrez pour votre enfant aussi. Que vous soyez adventiste, chrétien ou... Non? Ah, vous allez résister? Et puis, les transhumanistes nous disent, voilà, lorsque nous aurons atteint la singularité, je vous en ai parlé, l'intelligence artificielle va nous permettre de uploader, de télécharger finalement l'ensemble de ce que nous sommes, parce qu'ils estiment que nous sommes finalement que des informations. Vous êtes votre cerveau. Et du moment où vous êtes votre cerveau, si on arrive à télécharger la quintessence informationnelle de votre cerveau, on vous aura téléchargé. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir le support sur lequel vous pouvez vivre. Machine complète, biologique ou semi-machine. Donc il y a là quelque chose qui nous emmène, la destinée, c'est bien l'immortalité, virtuelle certes, et surtout sans Dieu. Si avant nous étions là avec une espérance que voilà, tu peux croire ou pas croire, existe-t-il Dieu ou n'existe-t-il pas? Si tu quelqu'un de cartésien, raisonnable, tu vas pouvoir assumer qu'après la mort, il n'y a rien. Maintenant, on te propose quelque chose. Tu peux continuer à espérer à une vie après la mort sans Dieu, quel que soit ton Dieu. L'anthropologie, la nôtre, part d'un point de création pour créer l'Adam. Il y a le péché et nous vivons actuellement dans un âge où nous sommes plutôt H, homme, moins. C'est ce que nous dit la Bible. Bien sûr, nous allons profiter aussi de l'homo technicus, mais ce que nous disons, c'est que le H-, il est prédominant. Et c'est bien la critique que le christianisme
que l'anthropologie chrétienne peut faire au transhumanisme. Ce n'est pas seulement d'être récalcitrant, d'être des gens qui ne veulent pas embrasser la technologie, les gens qui sont conservateurs. Ce n'est pas tellement ça. Ce que le christianisme peut reprocher au transhumanisme, c'est qu'il fait fi de deux choses. Premièrement, du péché. Ça veut dire que nous estimons qu'à l'intérieur de nous-mêmes, tels que nous sommes, aussi augmentés que nous soyons par la technologie, par la cyborgisation, l'homme a une tendance fâcheuse à faire ou à aller vers le mal. Et ce n'est pas le fait de nous augmenter corporellement qui va faire de nous des êtres humains meilleurs. C'est ça que nous disons. Nous avons là, par notre culture biblique, et c'est ce que la Bible nous dit, pour pouvoir changer l'homme, le cœur de l'homme véritablement, mais la machine ne suffira pas. Et on voit bien tous les problèmes que peut engendrer l'intelligence artificielle de discrimination, d'eugénisme, etc. Donc ce que nous reproche finalement au transhumanisme, c'est plutôt une naïveté, de dire, bon, que la technologie va amener un meilleur à la fois corporel, mais aussi de notre esprit et de notre humanité. Et puis la deuxième chose que nous disons, c'est que finalement, la fin, l'arrivée est quand même bien différente. Parce que pour nous, le but ou la promesse, c'est celle de la résurrection avec une vie éternelle avec Dieu. Est-ce qu'une immortalité sans Dieu est vraiment quelque chose où nous voudrions aller? Vous avez un tas de science-fiction avec les Highlander et compagnie, des gens qui commencent, au bout d'un certain temps, à s'ennuyer. Une immortalité sans Dieu. Ce que nous disons, c'est que la promesse qui nous est faite est bien plus importante et bien plus alléchante que ce que nous propose le transhumanisme. L'éternité avec Dieu n'a rien à voir avec une immortalité virtuelle sans Dieu. Et ainsi, on se retrouve dans deux visions différentes du futur. Le futur reste incertain. Personne, nous ne pouvons que spéculer sur ce qui peut être une immortalité cosmique virtuelle ou une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et ainsi, donc, nous avons deux visions du futur. Il y a d'une part le futurum et de l'autre part l'adventus qui sonne bien à nos oreilles. L'un nous dit que nous allons progressivement arriver vers quelque chose avec une transformation technoguidée jusqu'à la fusion de l'homme et la machine. Alors que nous disons que la transformation finalement est un don de Dieu et que nous l'expérimentons dans une vie en Christ. L'un nous propose une longévité accrue d'abord et par la suite une immortalité virtuelle, alors que la Bible nous propose une résurrection pour une vie éternelle incarnée. Alors on ne sait pas très bien comment, mais dans tout ce que nous lisons, dans les promesses, il y a quand même notre corps qui est quelque part dedans. On ne sait pas comment il va vraiment être transformé, c'est un mystère. Mais c'est incarné d'une manière ou d'une autre. Et donc vous voyez bien que les termes spécifiques des uns et des autres sont croissance d'un côté et apparition venue de l'autre. Nous pouvons planifier, nous pouvons nous exercer, scénariser le scénario des transhumanistes. Nous ne pouvons qu'espérer, anticiper, en s'accrochant aux promesses que Dieu nous a faites de sa venue et de son apparition. Je reviens, pour finir,
à cette question que nous nous posions tout au début. Et le défi que je voulais vous lancer, en plus de tous les autres défis que nous avons eus jusque maintenant. Comment s'engager? Parce que vous êtes des professionnels de santé, et beaucoup d'entre nous sont à la pointe de leur métier. Je m'adresse spécifiquement à eux. Ceux qui, au quotidien et de plus en plus, vont devoir faire le grand écart entre cette technomédecine qui nous pousse de plus en plus loin et qui oppose de plus en plus la philosophie qui est derrière, et cette conviction profonde que nous avons que la vraie transformation, celle qui est salvatrice, ne peut qu'être un don et une grâce de Dieu. Alors comment allons-nous tenir les deux bouts? La première chose, c'est qu'il faut qu'on puisse y réfléchir, qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on puisse voir la réalité et qu'on puisse redéfinir peut-être, ou mieux définir notre bioéthique. Dire voilà, nous voudrions aller jusqu'à là. Et ça a été le thème de tout ce week-end, de tout ce congrès. Voilà, comment choisir, avec quels critères? C'est un défi, et c'est ça mon message, qui n'est pas seulement technologique, mais qui est essentiellement éthique et spirituel. C'est ce que je voulais vous laisser.